plus, je me suis demandé, pour cette dernière session ensemble, qu'est-ce que je pouvais vous donner, pour qu'on puisse clôturer en beauté. On voulait parler avec le professeur de une santé. En fait, on voulait lier la santé, mentale et la santé physique et puis, forcément là, je vais vous donner quelque chose qui va faire écho à ça. Nathalie, je te remercie, de dire merci de clôturer. Ben, j'allais pas laisser, la clôture comme ça sans vous apporter quelque chose. Donc j'ai, construit de manière hyper rapide et hyper flexible un tout petit training pour vous donner encore, des impulsions pour finir ce sommet en beauté, puisque vous savez que le mot intégratif, c'est important pour moi. Donc l'idée, c'était la question, c'était: qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que je peux vous donner pour que ce soit intégratif aussi pour vous et que vous puissiez l'utiliser, ben, dans le quotidien. Donc, je voudrais juste partager une première chose avant de parler de flexibilité émotionnelle, puisque c'est le sujet, de ce que l'on va voir là maintenant. Ce que je voudrais partager avec vous, c'était Pascal, je crois, qui parlait tout à l'heure de où est-ce que naît une émotion, la naissance d'une émotion. Alors, je pourrais pas vous partager absolument tout, mais par contre, je vais vous montrer ce que l'on transmet notamment dans la formation de coach émotionnel, hem, pour comprendre comment fonctionnent, les émotions et le cerveau. Et puis aussi peut-être casser certains, mythes que l'on entend, notamment, les mythes des neurosciences générales, qui parlent, des 3 types de cerveau et cetera et cetera. Donc je ne peux pas tout vous donner, mais par contre je vous donnerai, une fiche parmi, les 4 que je vais vous montrer, pour que vous puissiez avoir à peu près une idée, de comment ça fonctionne et où naissent les émotions. Dites-moi si vous voyez bien mon écran parce que je vous partage un, un fichier et j'ai juste peur que ce soit un écran noir. Tout le monde vo Béatrice, tu me dis non? C'est noir, d'accord. Alors bougez pas, je retourne sur le partage d'écran. Il est peut-être juste pas content parce que je partage trop de trucs. Hop. Ah! Alléluia et la lumière fut, c'est OK? OK, donc je vais assez rapidement sur le sujet. En fait, quand on parle du cerveau, je voudrais juste, démystifier des petites choses. On a et c'est ça qu'on apprend, notamment chez nous, les différentes, constructions, d'accord? Les différents niveaux du cerveau et il y en a 4. Il y a le niveau, cognitif, c'est le niveau de la pensée, d'action et des langages rationnels. Vous voyez, donc on a le lobe frontal dedans, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Donc ça, c'est ce premier niveau, niveau cognitif. Et après, on arrive dans ce qu'on appelle le limbique. Alors, le niveau reptilien, tous ces trucs-là, c'est un peu plus, on l'utilise encore dans les expressions générales, mais si on veut être un peu plus précis, on va aller déconstruire sur les différents niveaux du limbique. Et ça, c'est important parce que ben, les émotions, elles vont se déclencher dans certains niveaux. Et alors, donc, on a 3 niveaux du limbique et je vous montre, hein, les images. On a un premier niveau et ce premier niveau, c'est le limbique supérieur et vous allez rire parce que le limbique supérieur, on a quand même une partie du cortex préfrontal qui est dans le limbique supérieur. Alors, on se dirait: «Ah, limbique, il y a pas de cortex préfrontal» et ben non. En fait, si, on a dans le niveau limbique supérieur le cortex préfrontal, notamment le cortex préfrontal ventromédial et ce niveau limbique supérieur-là, son job, c'est le niveau de régulation des émotions et de la conscience émotionnelle. Vous avez vu, c'est à l'avant du cerveau. Et c'est là où on va un petit peu plus loin. On a le limbique moyen, donc on descend d'un cran, d'accord? Ici, c'est les zones bleues, hein, sur lesquelles on se concentre dans le niveau limbique supérieur. Ensuite, on a le limbique moyen. Lui, c'est le niveau de conditionnement émotionnel. Donc, on est plus à l'intérieur. Vous voyez, il va rassembler les noyaux gris centraux, le thalamus, l'hippocampe, le nucleus accumbens et l'amygdale basolatérale. Et quand on me demandait tout à l'heure où est-ce que les émotions elles naissent, eh ben, en tout cas, ici, on a l'amygdale basolatérale qui est là au point 2 et on a le rôle clé de développement inconscient d'émotions majoritairement désagréables. Donc, les émotions, elles vont se déclencher ici au niveau limbique moyen et c'est intéressant parce que si on redescend encore d'une couche, on a le limbique inférieur et vous voyez, il est ici, il descend et il vient activer justement les zones comme le tronc cérébral,
comme l'hypothalamus et je suis pas en plein écran, donc vous voyez pas bien, j'imagine. Regarde Constance, j'ai monté un peu. Et ce niveau limbique moyen, eh ben, on est sur le niveau de contrôle de la survie et de la reproduction. Et vous voyez qu'on a l'amygdale centrale, donc on a l'amygdale basolatérale qui est dans le niveau limbique moyen et l'amygdale centrale qui est dans le niveau limbique inférieur. Et dans l'amygdale centrale, on a aussi un rôle clé dans le développement inconscient d'émotions majoritairement désagréables. Donc, les émotions, elles se déclenchent à plusieurs niveaux, au niveau du limbique, mais après, on peut sous-catégoriser. Et alors, c'est bien de généraliser et de vulgariser un petit peu pour comprendre, mais l'idée, c'est de se dire toujours que c'est quand même un peu plus complexe que simplement vulgariser. Et ça, c'est, à mon sens, important, en tout cas pour les accompagnants, de savoir à minima ce qui se passe dans le cerveau, le mien et celui de mon coaché. Donc, je vous donnerai la fiche du limbique moyen, comme ça, elle sera mise sur le campus, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe, mais gardez en tête qu'effectivement, il y a 4 niveaux. On a le niveau cognitif, on a le limbique supérieur, moyen, inférieur. Et ça paraît bizarre, mais dans le système limbique supérieur, eh bien, on retrouve quand même l'activation du cortex préfrontal. Voilà, donc ça, c'était le petit plus bonus que je vous ai partagé. Nathalie, je te remercie pour ton message. Il y a une controverse sur le cerveau en 3 parties. Merci pour ton éclairage. Et bien, voilà, c'est cadeau. Maintenant, ce que j'aimerais vous partager, c'est de travailler sur le sujet pour finaliser le sommet en beauté, c'est d'échanger ensemble, attendez, je ferme mon petit document, sur la flexibilité émotionnelle, parce qu'on a parlé de tous ces sujets-là pendant tout le sommet, et au final, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il va rester comment est-ce que je peux faire, moi, et puis d'ailleurs, les personnes que j'accompagne, pour pouvoir être de plus en plus flexible et puis pouvoir surfer sur les vagues de la vie. Quand je parle de flexibilité émotionnelle ou de flexibilité d'expression émotionnelle, à quoi ça vous fait appel? Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous parle absolument pas quand on parle de flexibilité émotionnelle ou même de flexibilité d'expression émotionnelle? Parce que c'est de ça qu'il s'agit au final. Je vous laisse me lire dans le chat et pendant que vous faites ça, je partage mon écran. Ça m'intéresse de savoir ce qui résonne pour vous quand on parle de ça. Alors, on a Ghislaine qui parle d'adaptation, de résilience. On a Nathalie qui parle de nuancer nos réponses émotionnelles. Ouais. Annick, tu parles de... non, tu connais pas. Olivier, tu parles de réduire les freins. OK. Christelle, savoir réguler nos émotions. Ouais. Marguerite, ça me fait penser à laisser passer l'émotion. OK. Nicolas, tu parles de frontières. Super. Constance, tu parles travailler sa propre flexibilité émotionnelle pour accompagner, comprendre l'émotion et ce qu'elle veut dire pour agir en fonction. OK. S'adapter. Et ça, c'est génial, tout ce que vous mettez dans le chat, parce qu'en fait, euh, si je lis toutes vos réponses, si j'associe toutes vos réponses ensemble, on arrive doucement à ce que l'on veut dire. Alors, bougez pas, je remets hop la petite caméra ici, comme ça je vous vois. Si je lis tout, on arrive sur ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc là, je vous ai partagé à l'écran, je vous ai mis une petite diapo parce qu'en fait, j'aimerais que le visuel que vous voyez vienne accrocher à ce que l'on va dire ensemble, d'accord? Et c'est vraiment un peu pour vous inspirer et puis vous laisser repartir en réfléchissant. OK, qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et comment est-ce que je peux utiliser ça autant moi en tant qu'accompagnant que en tant que personne? Donc, quand on parle de flexibilité d'expression émotionnelle, j'ai envie juste de vous dire que c'est pas le plus fort qui survit, mais c'est celui qui s'adapte. C'est le principe de la résilience. Ça vous parle? C'est celui qui va réussir à s'adapter au fur et à mesure du temps, qui va rester. Et c'est la même chose pour faire un lien avec les émotions. C'est pareil quand on parle de gestion d'émotions, quand on parle de connexion avec nos émotions. C'est ceux qui vont être capables de s'adapter avec souplesse, d'adapter leur expression émotionnelle dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne, dans les interactions sociales, qui vont réduire cette dissonance émotionnelle, qui est en fait la dissonance émotionnelle, c'est je montre quelque chose et c'est pas la même chose à l'intérieur, et forcément ça a des conséquences d'être dissonant. Bah, le mal-être émotionnel, etc., etc. Donc tu vois Isabelle, on parle de partition de musique, de couleur émotionnelle.
Et la souplesse d'expression émotionnelle, cette flexibilité d'expression émotionnelle, ça s'entraîne. Ça s'appelle en anglais expressive flexibility. Et selon les recherches, on sait que c'est considéré comme la meilleure solution à la dissonance émotionnelle et c'est un vrai facteur de résilience. Et c'est pour ça que j'en parle et que je pense que c'est un bon thème pour clôturer ce sommet. Donc, ça veut dire être capable de pouvoir exprimer ses émotions, verbales, non verbales, mais aussi les réprimer selon la situation, si c'est approprié ou pas. En gros, de gérer, de faire une équipe avec ses émotions. Et ceux qui maîtrisent cette flexibilité d'expression émotionnelle, ils ont un accès à tout le spectre émotionnel. Et ça, c'est un point capital, un point majeur quand on s'attache justement à la science des émotions. Alors, j'aimerais vous partager et dites-moi comment ça résonne pour vous dans le chat. Hein. L'idée, c'est pas que ce soit l'information descendante, mais là, je pense qu'avec le modèle que je vais vous partager, vous allez pouvoir voir, OK, qu'est-ce que il y aurait peut-être encore à travailler, soit chez vous, soit chez vos clients, et puis comment vous allez pouvoir intégrer les choses. Pour pouvoir avoir une flexibilité d'expression émotionnelle, ce modèle-là, il est magique. Vous avez en fait 8 sous-compétences. 8 sous-compétences qui peuvent être formées individuellement, d'accord? Et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut les prendre, hop, et les former individuellement. Mais en même temps, elles se chevauchent dans une certaine mesure et puis elles se complètent dans un ordre. Vous voyez, elles sont notées de 1 à 8. Et on va développer ensemble ces sous-compétences pour voir un peu de quoi il s'agit. D'accord? Donc, la capacité de la souplesse de l'expression émotionnelle, ça doit être quelque chose qui est formé, mais cultivé. On parle de culture, de reproduction, de refaire, encore, de répétition. D'accord? Ça va se créer, ça va être possible parce on crée une habitude, on crée des automatismes. Et vous savez que les habitudes, ça ne se crée pas en 21 jours, contrairement aux mythes qui circulent un petit peu partout. Il faut au moins 66 jours. Au moins 66 jours pour qu'une habitude soit créée. D'accord? Donc, on va aller regarder un petit peu quelles sont ces sous-compétences qu'on peut travailler. Et puis, dites-vous, voilà, dans le déroulé, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui a encore besoin d'être travaillé pour vous? D'accord? Et puis oui, Olivier, en fait, chacun a son degré de flexibilité et ce qui est bien, c'est que tu peux travailler ce degré, tu peux l'augmenter. Si je vous parle de cette première sous-compétence, la question, et on en a parlé pendant le sommet, c'est les croyances sur les émotions. Est-ce que j'ai des croyances saines sur les émotions ou pas? D'accord? Et quand on va observer un peu ce qui se passe dans la recherche sur la dissonance émotionnelle, on se rend compte que les gens qui vivent une dissonance émotionnelle, ils ont souvent une croyance qui n'est pas saine par rapport aux émotions. Ça veut dire qu'ils croient que les émotions, elles peuvent être néfastes pour notre santé. Ils ne pensent pas émotions agréables, désagréables, ou qu'il peut y avoir aidantes, non aidantes, fonctionnelles, dysfonctionnelles. Très souvent, ils pensent, OK, bien, pas bien, positive, négative. Alors que si je suis convaincue, profondément convaincue, et si je transmets ça autour de moi, que certaines émotions sont agréables, désagréables, mais qu'au final, elles ne sont pas mauvaises pour moi, et ça, c'est la base. Ça nous permet de voir le stress émotionnel, de voir ce que je vis émotionnellement parlant d'un autre œil. Donc, le premier truc, et c'est ce que j'ai envie de vous demander, et faites un check pour vous, quelles sont mes croyances par rapport aux émotions? Est-ce que je crois? Est-ce que j'ai des croyances saines sur les émotions? Est-ce que j'adopte une attitude qui considère les émotions comme agréables, désagréables, en fait, un état d'esprit par rapport aux émotions? Ou est-ce que, eh ben, à contrario, ben, j'ai une croyance qui n'est pas saine? D'accord? Parce que les croyances saines, et là, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, vous êtes une cinquantaine dans le chat. Est-ce que vous avez une croyance saine par rapport aux émotions? C'est le premier pas vers une flexibilité d'expression émotionnelle. Sans ça, on ne peut pas faire la suite. Et Carole, tu dis, j'ai le chat qui s'est sauvé là, toutes nos émotions ont un message à nous délivrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours ça la question, Carole. Il y a le message et j'en fais quoi encore?
tu vois. Isabelle, merci, tu dis, j'ai du mal avec l'expression de la colère. OK, donc ça veut dire, maintenant que tu sais qu'il y a un message, tu sais qu'elle est là pour donner une information, elle est pas mauvaise, elle est peut-être désagréable dans sa valence, tu vois, mais qu'est-ce que tu en fais après, tu vois? Ah, et puis, mets le focus dessus. On a Marguerite qui dit, j'espère que oui. Nathalie qui dit, tu as changé mes croyances, merci Nathalie. Christelle, par rapport à la peur, prise de conscience depuis quelques temps et ça booste. Ghislaine, pour moi, OK, depuis peu de temps, car hypersensible. Et maintenant, j'accepte mes pleurs. Merci, Ghislaine, de partager ça. Nicolas, tu dis oui, car même les mauvaises ont quelque chose à nous apprendre. Oui. Constance, non, mes croyances ne sont pas toutes assez saines du fait de l'éducation. Super, Constance, tu es au courant de ça. Donc maintenant, tu peux décider que ça peut changer, tu vois. Marielle, je pense que j'ai une croyance saine que chaque émotion a un rôle. Yes. Valérie, non, mes croyances ne sont pas toutes saines. Tu es sur le chemin, sinon tu ne serais pas là. Anne-Laure, yes, salut Anne-Laure. Oui, c'est ça, mes besoins de médiation. Béatrice, oui, ça change tout. D'accord? Donc, l'idée, c'est la base des croyances saines. Si je surfe un petit peu, je vous laisse encore communiquer dans le chat, il y a ce que j'appelle la pleine conscience émotionnelle. Pardon, la pleine conscience émotionnelle. Et ça, c'est pas rien. En gros, on parle souvent de prise de conscience, pleine conscience, etc. C'est devenu un grand mot à la mode, d'accord? Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est vraiment défini comme une forme spécifique de diriger l'attention de manière intentionnelle liée à un moment présent et sans jugement. Vous voyez, il y a ces composantes-là. Intentionnalité liée au moment présent et sans jugement. Donc, si je regarde ce qu'est la pleine conscience émotionnelle, ça veut dire quoi? Je dirige mon attention sur une émotion au moment où elle se manifeste sans la faire paraître positive ou négative. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette première sous-compétence, c'est des croyances saines pour pouvoir arriver à cette pleine conscience émotionnelle. D'accord? J'ai besoin des croyances saines, la première étape, pour arriver à cette deuxième étape-là. Donc, en gros, ici, il s'agit de percevoir, sans mettre de jugement, sans mettre de valeur, l'émotion et les réactions qui sont associées. Si on peut percevoir ça sans mettre de jugement, sans mettre de valeur, on arrive à mieux distinguer les émotions et à mieux les accepter, d'accord, dans tout ce brouhaha quotidien. Et ça revient avec ce qu'on disait pendant quasiment tout le temps du sommet. D'accord? Donc là, posez-vous la question, OK, comment c'est pour moi? Est-ce que j'ai encore du travail sur cette pleine conscience émotionnelle? Voilà. Si oui, quoi? Comment je peux faire ça? Comment je peux le faire avec mes clients? Etc., etc. Je vois que vous rebondissez dans le chat, c'est génial. Je vais revenir encore après, hein. Carole, tu dis, c'est ainsi qu'on a certaines croyances limitantes et d'autres qui sont ressources. À nous de les identifier en conscience. Oui, oui. Ensuite, le troisième pilier, ou en tout cas cette troisième sous-compétence, et on est toujours dans cette flexibilité d'expression émotionnelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le travailler par des portes d'entrée différentes, d'accord? On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, hein. C'est la perception de soi. Et ça, c'est pas anodin. Vous savez que les études nous parlent qu'on a à peu près un habitant sur 10 qui a des difficultés à percevoir et à décrire ses propres émotions avec des mots. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Et cette caractéristique-là, on appelle ça l'alexithymie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le mot alexithymie dérive du mot grec qui signifie « je n'ai pas de mots pour les sentiments ». Donc, en fait, si vous voulez, la perception de soi, c'est une compétence importante qui fait souvent défaut aux personnes qui sont finalement décrites comme émotionnellement aveugles sur le plan émotionnel. Et donc, ça veut dire qu'elles n'arrivent pas à percevoir leurs propres émotions, elles n'arrivent pas à en parler, elles n'arrivent pas à les exprimer. Et ça, c'est une capacité qui est importante. Donc, sans une bonne perception de soi, eh bien, on ne va pas savoir s'il va être approprié de réguler, de calmer ou d'exprimer une émotion. D'accord? Donc ça, on va devoir le travailler, d'accord? En
On peut très bien faire des entraînements de reconnaissance émotionnelle à travers les reconnaissances faciales, on peut travailler avec les roues des émotions, on peut très bien travailler avec quoi d'autre encore, le somatosensoriel, exprimer les émotions dans le corps, d'accord? Donc la perception de soi, on peut la travailler de plein de portes d'entrée différentes. Et puis forcément, ça commence déjà dans le foyer familial. D'accord? On en parlait hein, depuis le sommet. Nous et vous, si vous êtes parents, eh ben, commencez à exprimer, d'accord? À activer cette perception de soi pour vous et montrer l'exemple pour vos enfants. D'accord? Donc, regardez si ce pilier-là, il est pour vous développé ou pas. Et s'il n'est pas développé, ben, ce sera une compétence que vous allez pouvoir développer. Hein, notamment que on peut parler, hein, la granularité émotionnelle, elle se différencie avec le non-verbal, le côté cognitif, comment j'explique les émotions, le somato, où est-ce que je ressens les émotions dans le corps, et on a le linguistique, quel vocabulaire émotionnel j'utilise quand je parle d'émotion. Alors, je rebondis sur le quatrième, la quatrième sous-compétence, ben, on est en plein dedans, c'est la fameuse granularité émotionnelle. Je viens d'en parler. Si vous voulez avoir un accès flexible, d'accord, à l'ensemble du spectre émotionnel, eh ben, il est important de connaître toutes les émotions, pas juste 3, 4, d'accord, mais de ouvrir votre panel émotionnel, parce que c'est comme le vin. J'aime bien parler de sommelier des émotions. C'est une belle métaphore. Eh ben, l'idée, c'est d'aller avoir une cartographie et de pouvoir détecter, dans les vins, on a le doux, on a le sec, le mi-sec, etc. Eh ben, c'est pareil pour les émotions. Et quand on parle de granularité émotionnelle, c'est quoi? C'est la compréhension nuancée des émotions. Comment est-ce que je comprends les émotions? Et c'est là où il y a effectivement 4 piliers. Il y a, je comprends les émotions de manière cognitive avec des modèles. D'accord? On en a partagé plein pendant le sommet des émotions. Il y a le facteur de comprendre les émotions et les différencier de manière linguistique. Virginie parlait tout à l'heure de roue des émotions. Les familles émotionnelles, le vocabulaire émotionnel, les intensités émotionnelles. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Il y a la compréhension nuancée des émotions avec la composante non verbale, et ça, c'est pas des moindres. Ça veut dire comment j'exprime les émotions de manière non verbale avec le visage, comment j'arrive à les lire sur mon interlocuteur, puisque les émotions se lisent sur le visage. Ça, c'est un gros domaine d'action que j'ai notamment avec la mimique résonance, donc le non-verbal émotionnel. Et on a aussi le quatrième pilier, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est le somatosensoriel. Est-ce que vous saviez, et là, dites-moi dans le chat, qu'on a des empreintes, vous pouvez prendre conscience des empreintes émotionnelles dans votre corps par rapport à des émotions. Ça veut dire quoi? Une empreinte, c'est comme une empreinte digitale. Et bien, comment fait, par exemple, la tristesse chez vous? Et alors, on a des empreintes générales, d'accord? On a une espèce comment dire, de base générale, mais il y a aussi votre cartographie à vous. Constance, tu dis oui. OK, c'est comment, par exemple, la tristesse, l'empreinte de la tristesse, elle est où chez vous? Qu'est-ce que c'est l'empreinte émotionnelle de la colère, par exemple? Où est-ce qu'elle se représente dans votre corps? Hein, c'est comme si on devait faire une empreinte. Et ça, c'est important, c'est le somatosensoriel. Comment est-ce qu'une émotion s'exprime dans le corps? Tu as Olivier qui parle de couche, Constance, tu parles d'empreinte perso, Valérie, tu sais pas, la tristesse me serre le cœur, Karine, ok. Donc c'est là où vous pouvez, et c'est intéressant d'aller vous connecter à ça et d'aller toujours un peu plus loin sur le sujet. Tu vois, là, tu parles de la tristesse me serre le cœur, et comment ça peut être si je vais encore plus loin, parce que quand on travaille sa granularité émotionnelle, cette compréhension nuancée des émotions, plus on le travaille et plus tu vas en profondeur et en finesse dans la connaissance de l'expression émotionnelle. Je vous donne par exemple la gratitude. Super, Nicolas, tu me dis la boule dans la gorge. Lucie, tu me dis point sur l'estomac, ok. Je vais vous donner un exemple sur la gratitude et là, je vous invite à aller encore un petit peu plus, un petit peu plus loin. La gratitude, il y a des années, quand moi je la travaillais, je voyais en fait que ça s'activait au niveau du cœur, tu vois, mais ça s'activait au niveau
plutôt sur la couche extérieure épidermique, là, et puis je le ressentais, puisqu'on peut activer une énergie émotionnelle, d'accord? Ça fait quelque chose à l'intérieur de toi. Et à force de cultiver cette émotion, et puis d'ailleurs, il n'y a pas que la gratitude, hein, mais je vous donne ça comme exemple, à force de cultiver cette émotion, j'ai commencé à passer des sous-couches. Et donc, l'activation de la gratitude et le ressenti somatosensoriel de la gratitude chez moi maintenant, c'est plus une activation de l'extérieur épidermique, mais elle s'active de l'intérieur. D'accord? Donc, si j'avais plusieurs couches, l'activation, elle se fait de dedans et elle va se diffuser sur le dehors, mais elle ne sort pas forcément très fort de mon corps. Elle va s'activer sur le dehors, elle va toucher toutes les couches. Et cette différence, cette nuance, elle a été possible, ce degré en fait d'activation a été possible à force de le faire et puis d'activer la pleine conscience sur ce qui est en train de se passer. Ça vous parle? Et je trouve ça tellement passionnant parce qu'en fait, vous pouvez, et c'est le principe aussi de la neuroplasticité et du fait qu'on peut changer tout état à n'importe quel moment, comme ça, parce qu'on le veut, plus vous allez le travailler et plus vous allez pouvoir entrer en contact avec ces énergies émotionnelles et puis utiliser les émotions comme ressources puissantes du changement. C'est comme tu dis, Nathalie, c'est de la muscu pour développer le biceps. Et c'est magique quand on commence justement à rentrer dans cette finesse d'activation émotionnelle. Donc ça, c'est la granularité émotionnelle. Quand j'arrive, et vous voyez, on est au pilier 4, quoi, donc la sous-compétence 4. Et tout ça, ça peut se travailler de plein de portes d'entrée différentes. C'est pour ça qu'on parle d'intégratif. Et on a touché à toutes les sous-compétences pendant tout le temps où on était ensemble pendant le sommet. C'est ça qui est génial. Mais je parle du réglage d'un moteur, Marguerite. Alors, la 5e sous-compétence, on parle de flexibilité émotionnelle. Là, ce n'est pas la flexibilité d'expression émotionnelle, c'est la flexibilité émotionnelle tout court. Alors, c'est quoi la différence? En fait, quand on parle de flexibilité émotionnelle, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ici, c'est comment est-ce que l'expression... Alors, il y a un concept super fort à comprendre, c'est que l'expression extérieure, l'expression que je vais donner à l'extérieur, suit toujours un état intérieur, suit toujours un état interne. C'est clair pour vous? D'accord. Si je suis triste, je vais m'exprimer, il y aura une couleur de tristesse dans mon expression. Ça vous parle? Donc, l'expression extérieure, le mouvement, la manière de faire, etc., va toujours suivre un état intérieur. Super important quand on parle justement de flexibilité émotionnelle. Donc, la flexibilité d'expression émotionnelle, c'est le gros titre en haut de la diapo, va suivre la flexibilité de l'émotion. D'accord? Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hyper important et nécessaire pour moi d'avoir un très bon accès à tout le spectre de mes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ça veut dire que si vous savez aujourd'hui que vous laissez des émotions de côté parce qu'elles ne sont pas agréables, que vous vous y intéressez pas, etc., notamment, je donne souvent l'exemple de la colère, le mépris, tous les trucs qu'on n'aime pas trop, le dégoût. Intéressez-vous à ces émotions-là parce qu'en fait, vous allez vous fermer des portes et vous n'aurez pas une flexibilité complète à tout le spectre des émotions. Donc, pour ça, pour avoir ce contact et cette flexibilité à tout le spectre émotionnel, faut vraiment avoir le courage de se sentir et de sentir quand une émotion est là et de la vivre sous toutes ses nuances. D'accord? Et oui, Lucille, c'est difficile de les détecter quand elles sont négatives pour le moment. Tu vois, mais tu peux t'intéresser à une émotion, tu dis, allez, une par semaine. Si tu sais que colère, tristesse, j'en sais rien moi, et mépris, ce n'est pas les émotions qui sont au top 10 chez toi, bah dis-toi, tiens, pendant une semaine, je vais poser mon focus sur celle-là. Et après, sur celle-là. Et tu vas observer les différences entre les unes et les autres. Et là, tu prends vraiment ce courage, c'est de la décision de tous les jours. Tu prends ce courage d'aller sentir, ok, et d'aller entrer en contact avec l'émotion et de pouvoir la vivre sous toutes ses nuances. C'est pas rien. Ce que je vous dis là, c'est pas facile parce que très souvent, les émotions qui sont désagréables,
colère, tristesse, etc., elles sont classées comme négatives dans plein de manuels de psychologie, encore maintenant, d'accord? Et donc, forcément, comme elles sont désagréables, on n'a pas envie d'aller voir, ok? Donc, un degré de flexibilité émotionnelle tout court. Ah, tu m'entends par vague, Anne-Laure? Bon, bah écoute, je pense que c'est pas ma connexion, je suis sur le micro. J'ai peut-être regardé, est-ce que je suis sur le bon micro? C'est ça la question. Dites-moi si, quand est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ou pas? Dites-moi si vous m'entendez mieux comme ça ou si c'était moins bon comme ça. Parce que je viens de changer de port USB ou c'était mieux avant. Moins bon, d'accord. Donc, je reviens sur le système d'avant. Ok, d'accord. Donc, le degré élevé de flexibilité émotionnelle, ça ne veut pas dire que je vais ressentir plus de colère ou de peur ou quoi que ce soit. C'est que je vais ressentir consciemment les émotions dès qu'elles apparaissent. Donc, en gros, vous voyez que les sous-compétences que j'ai listées avant, elles vont m'être bien utiles. D'accord? Et le degré de flexibilité émotionnelle est très souvent associé à une meilleure santé mentale et physique. OK? Donc, ouvrons-nous aux émotions, donnons-nous l'autorisation de les ressentir. Alors, bien sûr, après, si on est déclenché et qu'une émotion vient activer un système de sécurité, ben là, faites-vous suivre, faites-vous coacher, d'accord? L'idée, c'est de ne pas prendre ça comme un bloc unique, mais de le positionner et de l'intégrer avec tous les blocs qu'on a vus déjà depuis le début du sommet. J'ai ma souris qui ne marche plus. OK. J'avance encore. Isabelle, tu dis oui, dégoût et mépris, des émotions que je croyais, fut un temps, ne pas ressentir, se voiler la face. Et pourtant, si elles sont là depuis le début du sommet, l'idée, c'est venez, intéressons-nous à ces émotions. Constance, tu dis donc, on ne cherche pas à la déclencher, il faut qu'elle se présente à nous pour pouvoir rentrer en conscience. Oui, bon, tu peux t'amuser à la déclencher si tu as envie de faire des tests. L'idée, c'est toujours qu'est-ce que tu veux faire, d'accord, avec ce que tu veux faire. Et puis, peut-être que tu as besoin de les déclencher pour activer justement cet entraînement d'entrer en conscience. Fais ce qui est juste, d'accord, pour toi. Marguerite, tu dis connaître ces émotions désagréables et les écouter permet de les transformer au lieu de les renier. Mais oui, parce que quand on les renie, qu'est-ce qu'on fait? On met quelque chose de côté. C'est pas ça qu'on veut. On peut pas. Si on met quelque chose de côté, bah, la machine, elle peut pas fonctionner en entier. D'accord? Ou alors, c'est comme si on fait un trou, on met dedans, hop, on met de la terre dessus, on s'en occupe plus. Mais ça, c'est pas possible, vous êtes d'accord? Alors, une autre sous-compétence, on arrive à la 6e. Tenez bon. Une autre sous-compétence, c'est la régulation émotionnelle. Et ça, c'est pas des moindres. C'est pas des moindres. Et c'est intéressant parce que la régulation émotionnelle va recouper en partie avec la sous-compétence qui est la flexibilité émotionnelle. Vous avez vu sur ce modèle octogonal, en fait, tout s'embrique et se recoupe. C'est quoi la régulation émotionnelle? C'est pouvoir réguler l'état intérieur de manière flexible. D'accord? Ça veut dire que j'ai besoin d'une grande flexibilité émotionnelle. J'ai besoin aussi de tous les composantes que j'ai citées avant pour pouvoir arriver à avoir cette flexibilité de régulation émotionnelle. Arriver à se réguler et utiliser cette flexibilité émotionnelle, ça a un effet extrêmement positif sur la santé émotionnelle, mais du coup la santé mentale aussi, et puis la santé physique. En fait, tout s'imbrique, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a plusieurs stratégies pour se réguler. Et j'aimerais poser le concept du fameux deep acting et du surface acting. Est-ce que vous connaissez ça? Je ne sais pas si tu peux mettre ça dans le chat, Dounia. Le deep acting en anglais, DEPP acting, et le surface acting. La recherche, elle distingue des stratégies. Il y a la stratégie de surface, c'est le surface acting, et la stratégie de profondeur, c'est le deep acting. La stratégie agir en surface, elle n'est pas très bonne en termes de régulation émotionnelle parce que c'est une stratégie superficielle. On va simplement donner une stratégie de régulation en surface. En gros, ce serait par exemple, souris, ça ira mieux. Ça vous est déjà arrivé d'entendre ça? Bah, fais un sourire, ça ira mieux. OK. Sauf que ça ne vient pas de l'intérieur. Donc, en gros, je fais un masque. Alors, attention, on n'est pas sur
le masque social, etc. Tout ça, on en avait déjà parlé, mais d'utiliser le surface acting souris, ça ira mieux, ou alors je vais bien, tout va bien, alors que ça va pas du tout bien. C'est pas une stratégie de régulation émotionnelle qui peut fonctionner si à l'intérieur, on se sent pas bien. Et c'est là où le deep acting, qui est une stratégie de régulation qui, en revanche, va vraiment changer l'état intérieur, donne tout son sens, d'accord, et est approprié. Le deep acting, ça veut dire que je vais créer un état émotionnel intérieur qui est congruent. Si je veux me sentir bien, je crée l'état émotionnel pour que ça soit possible. Ça vous parle? Et donc, on sort de cette dissonance émotionnelle puisqu'on crée un état qui est profondément voulu et on rentre dans ce que j'appelle la résonance émotionnelle. Dites-moi si ça vous parle. Donc, la régulation émotionnelle, c'est hyper important que ce soit congruent. D'accord? Il faut que ce soit congruent. Et Virginie, tu dis oui, mais le sourire et la posture ont une influence. Alors oui, le sourire et la posture ont une influence sur l'état émotionnel, comment on se sent, d'accord? Comment. Bien sûr qu'on peut utiliser toutes ces techniques pour se sentir bien. Attention, la posture, hein, les postures de pouvoir n'ont aucune influence sur les hormones. Il y a eu un gros TEDx là-dessus qui a été fait. Par contre, ça a été contré quelques années après. Il n'y a pas d'influence, ça n'a pas été vérifié. Une méta-étude qui a été posée et qui a contré que les postures de pouvoir n'ont aucune influence sur les hormones. Par contre, ça a une influence sur l'état émotionnel, comment je me sens. Donc oui, au lieu de se tenir comme ça, je rebondis sur ce que tu dis, Virginie, au lieu de vous tenir avec les épaules rentrées comme ça, eh ben, tenez-vous avec un état droit. On peut activer un état émotionnel aussi à travers la posture. Euh, Dis-moi, Isabelle, si ça t'aide là, sur ce que je viens de dire. Nathalie, tu dis, tu m'as permis d'accéder à un état de détente jamais ressenti avant. Merci, Nathalie. Oui, bien sûr que c'est possible. Amika dit, bien sûr, elle a fait un succès en disant ça. Malheureusement, quelques années après, eh bien, elle s'est d'ailleurs fait retirer le TEDx parce que justement l'information a été contredite quelques années après. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les postures pour activer des états émotionnels. Ça veut juste dire que l'information que ça a une activation sur les hormones est simplement pas vérifiée. Mais bien sûr, utiliser les postures pour activer des états émotionnels. Constance, tu dis, je ne comprends pas la différence entre le masque social et le fait de rester en surface. Pour moi, c'est pareil. Alors, le masque social peut te. Alors, le masque social, ça serait par exemple, imagine, tu es triste et hop, tu souris pour masquer, d'accord? Pour pas montrer que tu es triste. On appellerait ça un masque social, d'accord? Bien sûr que c'est un état de surface. Alors, il faut différencier les deux. La question, elle est toujours, quelle est ta porte d'entrée? Qu'est-ce que tu expliques et où tu veux aller? Dans ce cas-là, si je ne veux pas montrer que je suis triste, le sourire devient un masque et permet simplement de ne pas montrer l'émotion qui est là parce que au moment où c'est le cas, eh ben, c'est pas bon que ça se montre. D'accord? Donc, ça a toute sa fonction. Et si après, par exemple, Constance, tu te dis, tu rentres chez toi et tu dis souris, ça ira mieux, et tu te forces à sourire pour que ça aille mieux, tu es en travail de surface. Tu essaies à travers le sourire à créer un état que tu n'as pas à l'intérieur. Il serait beaucoup plus productif d'abord d'accueillir ce qu'est là, exemple la tristesse, de réguler la tristesse. Tu peux faire une technique, tu sais, de régulation émotionnelle. Tu régules la tristesse et une fois que tu as régulé, que tu as pris soin de toi, en gros, et bien seulement là, tu actives le sourire pour enclencher l'état émotionnel. Tu vois? Et là, tu travailles sur du deep acting. Tu répares, tu sécurises, tu donnes ce dont tu as besoin et après, tu actives un état émotionnel. Et ça, c'est du deep acting. Dites-moi si c'est bon pour vous. D'accord? Donc, c'est hyper important de se poser la question, OK, même au niveau de la régulation émotionnelle, OK, et puis il y a plein de manières de réguler, d'accord? Où est-ce que je veux aller et est-ce que je fais bien en sorte que ce ne soit pas dissonant et que je reste en congruence? On arrive doucement alors, le deep acting, on se sécurise. Et alors, Isabelle, je vais faire l'avocat du diable. Tu peux, Isabelle, te sécuriser avec le surface acting. D'accord? Si tu veux, la question, elle est toujours,
Et c'est là où je voudrais vous amener. Est-ce que c'est dissonant ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Tu vois, moi, quand je suis dans un état où je suis triste et je me dis, OK, allez, souris, ça ira mieux. Il suffit que je souris, et j'ai entraîné ça, j'ai cultivé tout ça. Je souris et hop, ça vient activer l'état émotionnel que je veux parce que j'ai plusieurs portes d'entrée. Ça a été un entraînement, d'accord? Donc, tu peux utiliser le surface acting aussi pour te réguler. Mais tout ça, j'allais te dire, Isabelle, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. Tu vois, ça devient une, une hygiène de vie. Je ne sais pas si ça t'aide, Isabelle. Donc, il n'y a pas un truc juste ou moins juste. Il y a comment tu l'utilises, ce que tu en fais, etc. Et surtout, bah, euh, pourquoi ça fonctionne. Et Olivier, tu dis le surface active est plus utilisé en contexte professionnel. Oui, sauf que on en revient à, notamment dans toutes les formations de non-verbal, tu sais, de présentation, d'impact, etc. Quand tu demandes à quelqu'un de moins gesticuler sur scène et que tu lui dis gesticule moins, tu travailles sur du surface acting, c'est complètement antiproductif parce que la personne, elle doit déjà penser à ce qu'elle va dire, elle doit faire attention, elle doit se réguler. Et en plus, tu lui dis gesticule moins. Là, il y a un nœud dans le cerveau qui le fait. Si tu travailles de manière avec du type acting, ça veut dire que tu vas la mettre dans un état émotionnel où, de par l'état, elle va moins gesticuler. Ça va se faire tout seul. OK. Euh, Béatrice, tu parles d'ancrage associé à un mot, à un geste, etc. Oui, il y a plein de manières de réguler. Herminia, il y a plein de techniques de régulation émotionnelle. Ça, j'en parle beaucoup dans la formation. J'en ai parlé d'ailleurs dans la première, l'échange d'entrée du sommet où j'ai parlé de bifocalité. Si tu ne l'as pas vu, Herminia, reviens sur le premier échange sur le sommet des émotions. Si tu comprends tout ce qui fonctionne dans la régulation émotionnelle, eh ben, tu sais exactement ce que tu peux faire avec toi et avec tes clients. J'avance sur la flexibilité d'expression non verbale, parce que je veux tenir le timing pour vous. Ça, c'est aussi une compétence qu'on peut entraîner, d'accord, et qui est importante. Euh, et on rentre dans le monde du non-verbal. La question, c'est quelle est ma flexibilité d'exprimer émotionnellement les émotions? D'accord, de m'exprimer émotionnellement. C'est une capacité fondamentale de la flexibilité d'expression émotionnelle. Parce qu'à travers les signaux non verbaux, et là, je peux vous dire qu'il y a un décalage et puis un besoin énorme de travail, les signaux non verbaux sont l'interface entre l'intérieur, mon monde intérieur, et l'extérieur. Donc, mon monde intérieur, mes propres émotions, et l'extérieur, l'environnement social. D'accord? Donc, notre expression non verbale fait le lien entre les deux. D'accord? Et donc, forcément, ça va venir s'appuyer sur toutes les sous-compétences que je vous ai montrées avant. D'accord? Parce que si j'ai une pas de connexion avec mes émotions, d'accord? Si j'ai un problème d'alexithymie, mais si je ne sais pas expliquer, si je ne sais pas reconnaître, s'il n'y a pas de flexibilité émotionnelle, forcément, il y aura un impact aussi sur le non-verbal, d'accord? Si j'arrive pas à lire les émotions sur le visage de mon interlocuteur, vous vous souvenez, on en parlait pendant le sommet, une émotion sur deux est quand même soit pas reconnue, soit mal interprétée par les gens. Ça veut dire qu'une fois sur deux, je dis ce mot-là parce que ça choque, on est des taupes. D'accord? Donc, une fois sur deux, on se parle comme ça et on voit rien. Donc, non seulement on voit rien, mais en même temps, ou en tout cas pas grand-chose, et en même temps, on n'est pas conscient des signaux qu'on envoie. Je ne sais pas si vous le savez, mais on parle souvent de ce pourcentage-là, 93% de la communication est non verbale. Alors, j'aimerais juste repréciser, plus de 93% de la communication est non verbale quand un message devient émotionnel. D'accord? C'est là que ce pourcentage, il arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un message, dans une interaction avec les gens, quand un message devient émotionnel, quand il y a une implication émotionnelle, on change de canal de communication. Et là, c'est quand même le canal non verbal qui prend les commandes. C'est une autre langue. C'est une langue étrangère pour la majorité d'entre nous. Donc, si je n'arrive pas à détecter cette langue et à la parler, eh bien, il va y avoir un décalage complet. D'accord? Autant pour nous que pour nos interlocuteurs. Tu vois, Olivier, tu dis le non-verbal non maîtrisé nous expose. Et là, il y a un vrai travail à faire de reconnaissance des émotions, d'arriver à les comprendre,
de pouvoir maîtriser aussi les émotions qu'on envoie, etc. Même si, bien sûr, qu'on ne peut pas maîtriser toutes les émotions qu'on voit, hein, il suffit de parler des micro-expressions. En tout cas, j'aimerais juste vous dire que on a une flexibilité d'expression non verbale qui est à travailler, c'est-à-dire de prendre vraiment, et là, c'est comment vous pouvez faire le premier truc que vous pouvez faire pour travailler cette flexibilité de non-verbal, c'est de regarder, pitié, vos interlocuteurs. Regardez-vous sur les visages. La personne vous dit comment elle se sent. Regardez et apprenez aussi, parce qu'on ne peut pas juste regarder, on a besoin d'apprendre cette langue et de faire ce travail. On a des programmes d'apprentissage. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, écrivez à Dounia. Mais ce n'est pas un truc que, hop, on fait comme ça et qu'on qui est à peu près, tu vois. L'intuition, ça suffit pas. Olivier, tu dis le non-verbal, non, c'est Nicolas. Nicolas, tu dis, mais le non-verbal n'est-il pas inconscient? Et oui, en fait, Nicolas, tu as du non-verbal conscient et inconscient. On rentre dans le monde du non-verbal. Le non-verbal est pour une grande partie inconscient, notamment quand tu as une implication émotionnelle. Tu vois, imagine, là, tout d'un coup, il y a, je ne sais pas moi, un truc qui se passe à la caméra et je sens du stress, boum, je vais lancer des signaux non-verbaux, que je veuille ou pas. Tu vois, et si tu arrives à les détecter, à les voir, ça te donne justement des indications. Donc oui, le non-verbal a une grosse part d'inconscient, bien sûr, et qu'on veuille ou pas, on envoie des signaux émotionnels. Donc, à partir de ce postulat-là, c'est bah, si en face de toi, si en face de toi, tu arrives à lire ce qui se passe, bingo, quoi, tu vois. Mais il peut être aussi conscient. Tu peux utiliser ton langage non verbal de manière consciente. Et on parle notamment des macro-expressions qui sont en majorité conscientes. Et ça ne concerne pas forcément des fortes émotions, Olivier. On parle d'implication émotionnelle. Tu es impliqué ou tu n'es pas impliqué, eh ben, il va se passer des choses. D'accord? Donc là, on est sur le travail de la flexibilité non verbale et c'est vraiment pas un point à négliger. Et ensuite, et là, on arrive sur la dernière sous-compétence, et elle n'est pas des moindres, je t'en prie Nicolas, elle n'est pas d'un moindre, c'est le courage de l'honnêteté émotionnelle. Et je voudrais conclure là-dessus. Soyez courageux et prenez votre place sur le plan émotionnel. Et invitez les gens autour de vous à le faire. C'est quoi le courage émotionnel? C'est quoi l'honnêteté émotionnelle? Ben, une fois que vous avez perçu, accepté vos émotions, eh ben, il faut du courage pour les exprimer aux autres. Quand on le voit dans le chat et pendant tout le sommet, il faut du courage pour les exprimer aux autres et se montrer comme une personne qui a des émotions, et des sentiments, pardon. Et ça nous rend beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus perméables. Et c'est souvent la peur du rejet qui fait qu'on ne le fait pas, qui fait qu'on s'empêche de partager comment on se sent. Sauf que la sincérité émotionnelle, c'est la forme la plus pure et la plus puissante d'un état émotionnellement congruent. L'harmonie émotionnelle dans laquelle vous allez vous exprimer et dans laquelle vous allez exprimer vos sentiments honnêtement et sans détour. Et ça, c'est le courage de l'honnêteté émotionnelle. Et pour ça, ça veut dire que aucune émotion n'est dangereuse pour moi parce que je suis allée ouvrir ce panel. Et je suis pas. Et cette vulnérabilité, puisqu'on en parle, devient une force. Tu vois, quand j'entends perméable, ça veut dire que on devient plus vulnérable et perméable. On peut nous lire, on peut accéder à nous. Au contrario de imperméable où on ferme tout pour pas se sentir blessé. D'accord? Donc, le courage de l'honnêteté émotionnelle, c'est pour moi. J'ai une telle connexion avec mon monde émotionnel, j'ai une telle connexion avec ce qui se passe pour moi que j'ai le courage de l'afficher dehors. Et c'est pas parce que je suis vulnérable ou que je me sens vulnérable que je ne suis pas fort. Pour moi,
c'est la capacité, en fait, à devenir émotionnellement fort, puisque aucune émotion devient un danger pour moi. Emportez ce sentiment-là avec vous à l'extérieur et affirmez-vous au lieu de vous renfermer et de vous plier émotionnellement. Ça veut dire qu'une véritable liberté émotionnelle, c'est la seule façon véritable de sortir de cette roue du hamster et de dissonance émotionnelle. Et j'ai pas dit que c'était facile. Je suis en train de regarder ce que vous dites. J'ai pas dit que c'était facile. Ça permet de se respecter et d'être congruent. Oui, Nicolas, c'est exactement ça. L'authenticité. Et l'authenticité sous toutes ses facettes. Je regarde le chat encore. C'est pas facile, mais ça se travaille. L'impact positif de l'honnêteté émotionnelle est impressionnant. Plus vous allez être ouvert, plus vous allez être sincère avec vous et dans les rencontres avec les autres, plus la proximité émotionnelle est grande. Et c'est avec ces mots-là que j'aimerais clôturer le sommet de la science des émotions. J'ai envie de vous dire merci. Je vais arrêter le partage d'écran. J'ai envie de vous dire merci, Karine. Et oui, à 51 ans, mieux vaut découvrir ça tard que jamais. Merci à vous. Osez, n'ayez pas peur. Comment est-ce que ça résonne pour vous? C'est le moment de bombarder le chat pour cette fin de sommet. Voilà. Qu'est-ce qui résonne pour vous? J'ai envie de vous dire merci parce que vous êtes là, tous ceux et celles qui vont regarder le replay. Restez connectés à ça. Véronique me dit merci beaucoup. Cathy, merci. Courage émotionnel. Moi aussi en pleurs. Bah écoutez, moi je me régule, mais ça vient bouger à l'intérieur. Générosité, amour, résonance, liberté émotionnelle. Merci, merci. Alors, Christelle, tu dis merci. Attendez, je vais mettre le chat à côté parce que je ne vous vois pas bien. Amour inconditionnel. Martin, merci, c'était très intéressant. Nathalie, merci infiniment. Sommet passionnant, avec grand plaisir. Isabelle, merci Corinne pour ce sommet. Annick, bienveillance. Hermina, on attire à soi ce qu'on est, ça devient une évidence. Christelle, je suis très touchée par cette présentation. Merci Nathalie pour ces mots. Je partage tout cela, merci. Un grand merci Karine, un grand merci Isabelle, Marguerite. Le sprint de 4 jours, sommet très passionnant. Allez-y, continuez. Je vous envoie énormément d'amour. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir le sommet en entier, vous savez que c'est important pour moi de laisser la connaissance à gratuité, accessible pour tout le monde. Donc, et c'est bien si ça bouge chez vous. C'est l'objectif, hein, c'est absolument que ça bouge chez vous. Régulez. Pour celles qui ne connaissent pas la technique, dites-le moi dans le chat, on vous l'enverra. Une technique de régulation que j'envoie à tous mes clients régulés. On vous pose tout sur le campus, d'accord? Replay, tous les documents, absolument tout. Le prochain sommet, bien sûr, on n'en reste pas là. Hein. Pour celles et celles qui me suivent depuis le temps qu'il est créé le sommet, vous savez que c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc, à la base, c'est une action qui est purement égoïste parce que je prends soin de moi. Sauf que mon anniversaire, eh bien, c'est, on est combien là, le 23, c'est dimanche. Donc là, j'ai anticipé un petit peu. Donc, le sommet de la science des émotions 2026 aura lieu du 26 au 29 ou 30. On va voir ces 4 ou 5 jours. Janvier 2026, notez déjà la date. Je ne sais pas si tu peux mettre rapidement, Dunia, sommet de la science des émotions 2026, du 26 au 29 ou 30. Et en plus, Julia m'a donné l'impulsion de faire le sommet en présentiel, avec petite possibilité probablement de suivre aussi en distanciel. Alors, si vous avez des idées de villes, écrivez-moi dans le chat ou en privé, parce que là, c'est en train de fusionner dans ma tête. Et puis demain, Dunia et moi, on va cogiter sur où est-ce qu'on fait le sommet au bord d'un bain de thalasso, parce qu'on l'a bien mérité et que c'est notre fierté d'avoir tenu ce marathon. Donc demain, on est complètement off. On va au terme. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci à vous tous.
Prenez bien soin de vous. Si vous voulez encore chatter pendant 5 minutes ou 10 minutes, on va laisser le chat ouvert. Je vous envoie plein, plein de belles énergies. Prenez bien soin de vous et puis diffusez des émotions autour de vous. On ne sera pas à Amnéville, Virginie, on reste en Sarre. On va se faire un petit incognito. On va se faire un petit brainstorming en Sarre dans la grotte Bédoire. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye à tous. Et on se dit à l'année prochaine, au plus tard. Mais bien sûr, avant, toujours les bienvenus dans l'échange. Bye bye. Ciao, ciao. You feel the feeling taking over.